Votre regard, Luc Ferry, vous craignez la guerre régionale, la guerre totale. Vous craignez une riposte d'Israël sur l'Iran ou vous l'appelez de vos voeux ? Non, c'est pas ça que je crains. C'est à beaucoup plus long terme. D'abord, la vraie crainte, c'est de savoir quand l'Iran disposera de l'arme nucléaire. Ça changera complètement la donne. Et donc, ça arrivera. De toute façon, c'est inévitable. Le problème, c'est juste de savoir quand. Est-ce que c'est dans 1 an? Est-ce que c'est dans 5 ans? Mais ça arrivera et ça changera complètement la donne. Pour l'instant, ce qui m'inquiète, c'est que Israël gagne du temps. C'est très bien, moi je suis ravi que des organisations terroristes et génocidaires soient décapitées, comme ça a été le cas avec le Hezbollah, en partie avec le Hamas. Évidemment que c'est en soi une bonne nouvelle, mais si on réfléchit à long terme, ça signifie que Israël ne fait que gagner du temps. Ça ne va pas du tout vers la paix, en aucun cas. La haine augmente. Il y a probablement 50 000 morts à Gaza, il y a probablement 80% ou 90% de civils. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et Amélie, pour moi, c'est ça le fond du problème. Et beaucoup de mes amis juifs ne le comprennent pas parce qu'ils pensent que c'est l'antisémitisme de toujours auquel on a affaire. Mais pas du tout. C'est pas l'antisémitisme de toujours. Qui puisse s'y rajouter? Très bien, très mal. Mais c'est pas ça qui se passe aujourd'hui. C'est que pour la première fois dans son histoire, écoutez bien ça parce que c'est la réalité, Israël a vécu sur la sympathie du monde entier, une sympathie légitime à cause du génocide. Entre parenthèses, c'était pas le premier, mais c'était le premier génocide sur des Occidentaux. Il y en avait eu avant. Le génocide des Indiens d'Amérique du Sud par Cortés, ça a été une horreur. D'Amérique du Nord par les Yankees, ça a été une horreur. Le génocide des Héréros en 1905 par les Allemands, une horreur. Mais là, c'était le premier génocide sur des Occidentaux. Voilà. Et donc ça frappé à juste titre le monde entier, et Israël a bénéficié, heureusement, et je m'en réjouis, de cette sympathie jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans tous les collèges de France aujourd'hui, dans toutes les universités de France, mais aux États-Unis pareil, c'est Israël qui est accusé de génocide. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Évidemment que je ne partage pas un millième de cette accusation, même si j'ai évoqué le nombre de morts à Gaza, qui n'est pas anecdotique. Israël n'est pas un État génocidaire. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le Sud global, c'est ça la nouveauté, le Sud global se révolte contre Israël. Moi, j'ai des amis au Brésil, j'ai des amis en Argentine qui détestent Israël, non pas parce qu'ils sont antisémites, c'est ni l'antisémitisme catholique chrétien, ni l'antisémitisme racialiste hitlérien, mais parce qu'ils considèrent en tant que membres du Sud global que Israël est le dernier pays colonisateur au monde, occidental colonisateur. C'est ça qui se passe. Et du coup, la haine d'Israël augmente dans le monde entier. Voyez. Et ça, je pense qu'il faut le comprendre, il faut répondre à ça. Et donc, je pense que le fait que ces actions, en effet, extraordinaires, époustouflantes, l'affaire des beepers contre le Hezbollah, ça renforce Netanyahou. Et je pense que renforcer Netanyahou, c'est la pire chose qui puisse arriver à Israël. Pourquoi? Parce que c'est une catastrophe pour Israël d'avoir un gouvernement d'extrême droite. Voilà, ça ne va pas vers la paix. C'est pas quelqu'un qui veut 2 États. Tant qu'on n'ira pas vers la solution de 2 États, Israël sera menacé. Le jour où l'Iran aura la bombe atomique, ce sera une catastrophe absolue. Israël, voilà, c'est ça le problème. Donc, si on ne va pas vers la paix, c'est fichu. Eux, vous répondrez, nous sommes menacés. Quand on est menacé, on a droit de répondre. Mais bien sûr, ils ont le droit. Mais très bien, c'est pour ça que je suis ravi que l'affaire des beepers, moi j'ai hurlé de rire. Voilà, je suis ravi que les leaders terroristes et génocidaires, c'est le mot qui convient du Hamas ou du Hezbollah, soient décapités. Et que le Hezbollah soit pas anéanti, mais en tout cas qu'il soit décapité dans ses dirigeants, c'est la meilleure nouvelle de la décennie. C'est pas ça que je conteste. Je dis simplement que Israël ne fait que gagner du temps. Voilà. Et ce qui est la rupture dans le monde entier, c'est que pour la première fois, c'est Israël qui annule. Et vous savez, dans les collèges de France aujourd'hui, c'est partout. L'antisémitisme, alors pour le coup, on peut appeler ça quand même antisémitisme, mais il monte partout chez nos élèves, chez nos étudiants. Washington est aligné ces dernières heures sur Israël. Et il y a même des discussions qui sont annoncées par Joe Biden lui-même quant à la réponse à apporter à la situation. Mais Washington assure se tenir aux côtés d'Israël dans cette séquence. Bien sûr. Oui, mais justement, le regard que vous portez sur Washington.
Mais le problème, Amélie, c'est que pour l'instant, on est dans une logique de guerre et de haine. Mais très bien qu'on décapite le Hamas, très bien qu'on décapite le Hezbollah, parfait. Mais j'y reviens, pardon de radoter, ça ne fait que gagner du temps et ça ne prépare pas la solution à deux États, qui est la seule solution possible. Vous regrettez que les États-Unis se tiennent à ce point aux côtés d'Israël ces dernières heures ? Non, pas du tout. Au contraire, c'est le seul pays qui peut aujourd'hui aider Israël, en effet, à répondre au 7 octobre. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Encore une fois, c'est pas du tout ça que je critique. Au contraire, je m'en réjouis. C'est pas le problème. Je dis simplement que si ça renforce Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite, des gens comme Ben Gvir, par exemple, le ministre de la Sécurité intérieure, si ces gens-là n'ont qu'une idée en tête, c'est d'avoir le grand Israël et de virer les Palestiniens et surtout pas aller vers deux États, je dis que Israël ne fait que gagner du temps et que le jour où l'Iran aura la bombe, le problème se reposera en des termes tout à fait différents. Et moi, ce que je crains, c'est que aujourd'hui, on a vu que Israël était quand même très fragile. Le 7 octobre a montré que les services, pourtant, qui sont les meilleurs du monde, les services secrets, la faille a été quand même absolument incroyable. On l'a toujours pas expliqué d'ailleurs. Et donc, je dis simplement qu'Israël, c'est un tout petit pays. Enfin, vous y êtes allé comme moi, c'est tout petit, c'est rien. Et c'est quoi ? C'est 10 millions d'habitants, 9 millions d'habitants, c'est dans 1,5 million de citoyens israéliens arabes. Donc, il suffirait d'une bombe sale pour détruire Israël. Et donc je dis que si on ne va pas vers deux États, si on ne va pas vers la paix, et pour l'instant on fait exactement le contraire, c'est pas jouable, ça ne tiendra pas. Et la France dans la séquence ? La France est-elle à la hauteur à l'issue d'un conseil de défense hier ? La France a fait savoir qu'elle a mobilisé ses moyens militaires au Moyen-Orient pour parer la menace iranienne. Je vous propose d'écouter la toute nouvelle porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Elle était l'invitée de Bonjour ce matin. Les choses sont très claires. La France condamne avec la plus grande fermeté les attaques de l'Iran contre Israël et continuera à se mobiliser au service de la paix et de la désescalade. Le président de la République a d'ailleurs demandé à Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, de se rendre de nouveau sur place. Il s'y était déjà rendu dans la région au Liban, vous le savez, il y a quelques jours. Là, il ira où, et donc il s'y rendra de nouveau dans la région. Ça reste à préciser, mais pour rencontrer l'ensemble des acteurs. Quelle doit être pourquoi ça vous fait réagir ? Non, mais la voix de la France ne compte pas là-bas. Je veux dire, Netanyahou s'en fiche comme de l'an 40 et le Hamas et le Hezbollah aussi. La seule chose que puisse faire la France, c'est aider les ressortissants français au Liban ou ceux qui veulent être protégés et rentrer en France. Mais la voix de la France, aussi bien chez les dirigeants du Hamas, du Hezbollah ou les dirigeants israéliens, c'est zéro. Ça ne compte pas. Donc c'est les États-Unis qui comptent. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Donc on peut aider les Libanais, bien sûr, on peut toujours aider les Libanais. On peut avoir des actions humanitaires, c'est très bien. Mais la voix de la France sur le plan politique et diplomatique, elle ne compte pas. François Hollande, ce matin, il dit que la France, elle doit être avec les États-Unis. Oui, très bien, ça veut dire qu'elle doit être pro-israélienne. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit cette dame. Elle a dit qu'elle condamnait les attaques des 200 missiles iraniens, qui d'ailleurs n'ont eu comme résultat que de tuer un malheureux palestinien. Donc on ne peut pas dire que l'attaque iranienne a été grandiose. Il y a eu 2 blessés chez les Israéliens et 1 mort chez un Palestinien, je crois, du côté de Jéricho. Donc c'est pas une réussite totale. Non, encore une fois, on gagne du temps, mais ça ne va nulle part. Et renforcer un gouvernement d'extrême droite, ça n'est pas une bonne nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle parce que ce gouvernement, des gens comme Ben Gvir, ne veulent absolument pas de 2 États. C'est ça qui se passe. Et n'oubliez pas une chose, dans le monde occidental, c'est une vraie nouveauté, c'est une rupture absolue dans l'histoire. C'est aujourd'hui chez nos enfants, chez nos collégiens. C'est Israël qui passe pour génocidaire. Et ça, croyez-moi, c'est une rupture dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire des Juifs qui est considérable. Il faut comprendre ça. Et il ne faut pas croire que c'est l'antisémitisme traditionnel. Encore une fois, on accuse LFI d'être antisémite, mais Mélenchon n'est ni catholique ni raciste. C'est pas son problème. C'est politique aujourd'hui. Alors que, encore une fois, le vieil antisémitisme puisse s'y rajouter. Je ne dis pas le contraire, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que le Sud global et l'extrême gauche sont aujourd'hui pro-musulmans, pro-islam, pro-islamistes à la limite, et que Israël commence à être détesté comme étant génocidaire. Et ça, croyez-moi, c'est une faille dans l'histoire du peuple juif. Il faut garder du temps pour parler de la politique française. Déclaration de politique générale de Michel Barnier, c'était hier. Alors, il s'agit de gagner la confiance de l'hémicycle. Il n'y a pas eu de vote de confiance. Et il s'agit surtout de gagner la confiance des Français, non, Luc Ferry ? Et si c'est ça le sujet, est-ce qu'il a réussi ? Non. Il a été très bon
dans les questions-réponses parce qu'il était drôle, il était percutant. On va y revenir. Il a bien assaisonné Mathilde Panot et Gabriel Attal et c'était assez drôle. Voilà, montrons peut-être aux téléspectateurs ce à quoi vous faites référence. Oui, c'était drôle. Voilà. Regardez ce montage. Mais j'ai du mal à comprendre votre ton et votre agressivité. Et moi, je vais vous dire une chose, Madame la Présidente. Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Et moi, je vais vous dire, Monsieur Ciotti, je vous connais bien depuis longtemps. J'ai pas envie de faire des polémiques avec vous. Et puis, j'ai pas le temps. Voilà. Et Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Ça vous fait beaucoup. Oui, ça fait rire parce que c'est bien envoyé et puis c'est bien fait. Voilà. Maintenant, son discours de politique générale, c'était un discours de gauche. On va faire payer les riches, on va augmenter les impôts, on va faire de l'écologie, on va rouvrir le débat sur l'euthanasie. Il a ramassé son ministre Retailleau en disant « non, on ne touchera pas à l'avortement, au mariage gay, à l'état de droit ». Bon, voilà, c'était un beau discours de gauche avec des accents qui peuvent plaire au Rassemblement national. Bon, voilà, moi, je n'arrive pas à m'y intéresser parce que c'est un gouvernement qui n'a aucune marge de manœuvre et aucune durée de vie. Donc voilà, donc c'était un discours, c'était un discours de gauche avec cette énorme bêtise, pardon de le dire, augmenter les impôts, on ne peut pas faire plus bête comme solution. Ça ne rassure personne, parce que j'ai des gens qui me disent, mais comprends, voilà, il faut expliquer, parce que c'est dans l'urgence, il faut boucler le budget, mais ça ne rassure ni les marchés... Alain hier, oui. Bah oui, mais c'est une bêtise, ça ne m'étonne pas, excusez-moi, voilà, on ne peut pas faire plus bête. C'est-à-dire qu'à la fois, ça ne rassure pas les marchés financiers, puisque c'est one shot, c'est un coup de... Ça ne rassure pas les agences de notation, ça ne rassure pas l'Union européenne. Et en plus, ça ne boucle pas le budget, évidemment. Il ne parle pas que de hausse d'impôts. Un tiers de hausse d'impôts, 2 tiers de baisse des dépenses pour freiner le dérapage budgétaire. C'est énorme, un tiers de hausse d'impôts, mais demandez aux chefs d'entreprise. On ne peut pas faire plus bête. C'est anti-keynésien, puisque ça plombe la relance par la consommation, et c'est anti-schumpeterien, puisque le principal problème de la France, c'est l'investissement dans l'innovation. La seule solution, il faudrait qu'Alain Minc un jour comprenne ce que c'est que la vie politique, la seule solution est économique et budgétaire. Moi, pour avoir géré le plus gros budget de la France pendant 2 ans, j'ai mis la main dans la glaise. Je ne suis pas un intellectuel en chambre. Bon. Donc, la seule solution, c'est la réduction du nombre de fonctionnaires. C'est la seule solution. C'est-à-dire le non-renouvellement de départ à la retraite. C'est la seule et unique solution. Et donc, on a aujourd'hui, si on veut rassurer les marchés financiers, si on veut boucler le budget, si on veut rassurer l'Europe et les agences de notation, c'est pas en proposant des mesures absurdes, augmentation d'impôts, alors qu'on est numéro 1 mondiaux des prélèvements obligatoires, qu'on va les rassurer. Tandis que si on disait, écoutez, on va prendre du temps, ça va peut-être prendre 3 ans, peut-être 4 ans, mais on va faire des mesures structurelles importantes, là, on rassurerait les gens. Sur les retraites, il entend corriger certaines limites de la dernière réforme des retraites. Non, mais ça... Très bien, mais qu'est-ce qu'il veut faire? La deuxième solution, c'est de travailler plus. Aménagement raisonnable et juste de la loi votée en 2023, équilibre durable de notre système avec les partenaires sociaux. Mais ça suppose qu'on travaille plus longtemps. Alors, et qu'on tienne compte de la pénibilité. Je trouve la réforme. Je n'aurais pas voté la réforme des retraites Macron. Je l'ai dit 100 fois ici même. Je ne l'aurais pas votée parce qu'elle est injuste. Ce qui compte, c'est pas l'âge de départ à la retraite, c'est la durée de cotisation. Point final. Si un gamin qui a commencé à travailler à 17 ans a la même durée de cotisation, la durée de cotisation légale, mettons qu'elle soit de 42 ans, il a le droit de partir à 60 ans s'il veut partir à 60 ans. Mais il faut que les Français acceptent de travailler plus globalement en tenant compte de la pénibilité. Absolument, vous entendre sur l'état de droit. Il y a eu une réponse de Michel Barnier à Bruno Retailleau. Si certaines figures du camp présidentiel ont affiché, c'est plus que des réticences devant les déclarations très fermes du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Michel Barnier, il a demandé du respect de l'état de droit. Il l'a redit dans l'hémicycle devant tout le monde hier. C'est ce que j'ai trouvé le plus absurde dans son discours de politique générale, parce que personne ne met en cause l'état de droit. La question, c'est pas l'état de droit, c'est la question de l'état du droit. Ça n'a rien à voir. Personne ne remet en cause les principes généraux du droit, la Constitution française, surtout pas Retailleau. Donc c'est grotesque. Il a recadré son ministre de manière désagréable, mais qui plus est absurde, en donnant raison à Gabriel Attal, alors que Gabriel Attal, pour une fois, disait des bêtises. Donc c'est en disant, voilà, l'état de droit est menacé par Retailleau. En gros, c'est ça que ça voulait dire. Ce qui n'est pas vrai. C'est absurde. Personne ne met en cause l'état de droit. Simplement, l'état du droit, c'est pas l'état de droit. Ça veut pas... On a bien vu avec l'affaire de Philippines que toutes les lois ne sont pas bonnes, qu'il y a eu des dysfonctionnements, non ?
On s'en est aperçu. Donc, on respecte l'état de droit, ça n'interdit pas de changer les lois, ou de modifier les lois, d'améliorer les lois. Mais Retailleau n'est pas un anti-état de droit, et Retailleau, il a ses idées à lui, je les connais, mais Retailleau n'est pas quelqu'un qui va revenir ni sur le mariage gay, ni sur l'avortement. Tout ça est ridicule. Donc ça donne raison aux critiques de gauche. C'est idiot de faire ça. Pardon de le dire un peu brutalement. Que vous citez parfois, dit que j'ai passé l'âge de faire la langue de bois. Dit que Bruno Retailleau donne l'impression d'être un porte-parole du Rassemblement national. C'est Laure Lavalette qui le dit, du Rassemblement national. Il y a plus de points. Écoutez, le point commun, il s'appelle Éric Ciotti. Et dans ce que dit le Rassemblement national, tout n'est pas faux. Et il y a évidemment, que ce soit sur la sécurité ou sur l'immigration, des points communs entre Retailleau, entre la droite républicaine, que ce soit Retailleau ou que ce soit les LR, avec le Rassemblement national. C'est pas de même que le Rassemblement national a rompu avec le Front national. Donc Marine Le Pen n'est pas son père. Donc oui, il y a des points communs, évidemment. Mais 80% des Français sont d'accord avec eux. Sur les questions de sécurité et d'immigration. Donc c'est pas sur l'affaire Philippines. Voilà, il y a eu des dysfonctionnements. Et il y a eu des dysfonctionnements qui sont quand même liés à l'état du droit, pas à l'état de droit. C'est pas la même chose. C'est l'heure de votre humeur, Luc Ferry. Le déclin. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est un grand sujet. Moi, j'ai toujours combattu, y compris mes amis qui défendaient l'idée qu'on est en décadence, qu'on est en déclin. Je ne vais pas citer de nom, ils ne sont pas là, ce serait désagréable. Mais j'ai toujours combattu ça. Pourquoi ? Parce que par rapport aux années 30, on est en immense progrès. D'abord, je ne vivrais pas dans un monde où les femmes n'ont pas le droit de vote. Dans les années 30, elles n'avaient pas le droit de vote. Bon, c'est pas imaginable. Dans les années 30, il y avait quoi ? Hitler, Franco, Salazar, Staline, Mussolini, tout ça, tous ces gens-là sont morts et ce qu'ils représentent est mort et enterré. Donc, même par rapport aux années 70, la révolution culturelle chinoise, c'est 70 millions de morts. Quand je commence mes études, tous mes copains sont marxistes, ils sont communistes, trotskistes, tout ça est mort. Donc, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Le niveau de vie des Français, il a été multiplié par 3 depuis 1950. Donc, la liberté des femmes... Donc, non au déclinisme. Non au déclinisme. Mais, depuis 10 ans, on est en plein déclin, oui. Donc c'est ça le paradoxe. Depuis 10 ans, on est en plein déclin sur tous les critères. Quand j'arrive au gouvernement, la dette est de 1 000 milliards d'euros, d'accord ? Enfin, je le traduis en euros, puisqu'à l'époque, c'est encore en francs. Aujourd'hui, elle est de 3 200 milliards. Le pacte de stabilité de croissance, 3%, on est à 6%. On a un taux de chômage. Alors, je ne sais pas pourquoi les macroniens et les journalistes continuent à applaudir. On a réduit le chômage. Oui, on a réduit le chômage. Mais l'Allemagne est à 3,5, on est à 7,4. Donc, on est dans une situation de déclin et cette dette terrible, et c'est pour ça que je défends des mesures structurelles, pas des hausses d'impôts, surtout pas les hausses d'impôts, mais des mesures structurelles. On est en plein déclin parce que ces 3 200 milliards d'euros de dette, ça va plomber l'avenir de nos enfants comme jamais dans l'histoire de France. Je vous remercie, Luc Ferry. Pardon. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ce temps de l'info.